Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans ce nouveau dossier concernant l'univers de Babylon 5. Alors, sur cette chaîne, comme je vais parler des vieilleries, je vais parler un petit peu du contexte d'abord, mais ensuite, rassurez-vous, ce sera quand même quelque chose plutôt axé sur le Babylon 5 CCG. Mais avant de commencer justement de vous parler de ce merveilleux jeu, de ce jeu qui m'est très cher, je voulais vraiment qu'on replace un petit peu le contexte et je voudrais expliquer à ceux ou celles qui ne sauraient pas ce que c'est que Babylon 5, un petit peu déjà eh bien, de quoi on va parler. Parce que lorsque j'avais commencé le dossier sur Star Wars CCG sur ma chaîne, je me suis dit que soit tout le monde, plus ou moins dans le milieu du CCG, avait déjà entendu parler de Star Wars, soit parce que je me disais, bon bah, de toute façon, ça pourrait plaire à des gens de voir du divertissement sur cet univers, sur ces films, sur ces séries, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement connu. Malheureusement, c'est pas trop le cas de Babylon 5, ou en tout cas, c'est pas autant le cas, et surtout pas dans nos contrées. Alors justement, au niveau enfin, quand je parle de contrée, c'est la France surtout, parce que l'Allemagne, par exemple, ou l'Angleterre, eux, ont bien évidemment très bien connu Babylon 5. Mais c'est vrai qu'en France, eh bien, ça n'était pas très très connu encore à l'époque. Je vais vous montrer très rapidement, je ne sais pas si vous les voyez derrière, j'ai j'ai mis quelques-uns des coffrets, enfin tous les coffrets, je pense, sauf Crusade, qui apparaît derrière moi. Alors, avant de commencer vraiment le préambule de cet épisode qui sera vraiment une sorte de trailer pour vous introduire un petit peu à l'univers pour ceux ou celles donc, qui ne connaîtraient pas Babylon 5, je souhaitais faire un petit coucou à mon ami Chris. Donc Christophe, si tu me vois sur cette vidéo, merci parce que c'est grâce à toi, donc effectivement c'est grâce à Chris, que j'ai pris connaissance de ce monde merveilleux, de cette histoire merveilleuse, de cette série merveilleuse. Donc merci encore à toi Chris et on va commencer tout de suite. Alors moi j'ai connu ça justement grâce à lui, grâce à ce pote en 2004, 2005, peut-être 2003, je sais plus exactement, c'était dans ces eaux-là. Je me demandais ce que c'était. Donc moi la première chose que j'ai vue ou appris, on va dire, de cet univers, c'était grâce au CCG, justement, une fois n'est pas coutume, comme avec Star Wars quasiment. Donc, c'est le jeu de cartes qui m'a merveilleusement inclus, on va dire, dans ce monde-là. Et écoutez, pour pas trop me perdre, je me suis fait un petit listing des choses dont je voulais vous parler rapidement. Donc, on va parler un petit peu d'abord de l'histoire de la série et de sa diffusion. Donc, en France, c'était entre 95 et 98 ou 99 normalement. Si on va jusqu'à Crusade, ça doit être 99. Je sais qu'au Canada, ils l'ont eu bizarrement légèrement après. En tout cas en version française. Donc je ne sais pas s'il y a un doublage, on va dire, de canadien à proprement parler. Mais en tout cas, je crois qu'ils l'ont eu après, en tout cas pour la version FR. Pour les autres pays, je ne sais pas trop. Sachant qu'en Amérique, comme c'est une série américaine, excusez-moi, du peu, eh bien, elle a commencé à être diffusée milieu ou fin 93, de souvenirs, jusqu'en 99, si on étend jusqu'à Crusade. Alors si je vous dis ça à chaque fois, si on étend jusque, c'est parce que vous avez 5 saisons d'une vingtaine d'épisodes, grosso modo, hein, ça va de 21 à 19, je crois. La plupart c'est 22, hein, de toute façon, de souvenirs. Et après, il y a eu en fait une sorte de post-Babylon 5, Babylon 5, qui s'appelait The Crusade, qui n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu 13 épisodes. Voilà, je ne sais pas si j'en parlerai beaucoup. En tout cas, nous, on va se concentrer sur la présentation du monde, de l'univers de Babylon 5, les 5 saisons. Et en fait, ce qu'il y a de magique avec ça, c'est que, alors déjà, pour vous dire de quoi il s'agit, c'est un space opéra. Donc, ne fuyez pas ceux ou celles qui n'aiment pas trop le style, ou en tout cas, restez encore si vous ne connaissez pas, surtout pour ceux ou celles qui seraient intéressés par la science-fiction, parce que ça en est, mais d'un type particulier, le space opéra. Alors justement, concernant le space opéra, on est quand même assez loin de Star Wars. On va plutôt se rapprocher d'un Star Trek éventuellement. Alors, il faut savoir en fait que cette série-là, elle est sortie par à chaque fois pas mal de hasard et par beaucoup de conjonctions qui ont fait qu'elle a réussi à prendre pied grâce à la Warner, les Warner Bros.
Donc c'est quand même l'une, ou peut-être la société de diffusion et de production de séries et de films la plus grosse au monde. Et partant de là, si vous voulez, déjà quand le scénariste, en fait, l'inventeur de Babylon 5 a compris qu'il allait pouvoir profiter de ça, ben voilà, c'était déjà super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire-là a donc été écrite par un monsieur qui est né dans les années 50, je crois que c'était même en 1950 qu'il est né, ou 50 ou 53, je ne sais plus exactement. Il a la soixantaine là, qui s'appelle Michael G. Straczynski. Donc c'est un nom polonais, hein, ça doit être un fils ou un arrière-petit-fils d'immigrés polonais. Alors ce monsieur-là, pour ceux qui connaîtraient un peu plus les univers type Marvel, DC, etc., moi c'est pas trop ma cam, mais je vous en parle parce que j'ai vu un petit peu ce qu'il avait fait à côté. Il a écrit notamment pour des scénarios de Spider-Man, je crois qu'il a fait aussi, il était scénariste sur Thor. Voilà, donc il a travaillé, on va dire, du milieu des années 80 jusqu'en 2009, 2010, 2011. Voilà, pour ses dernières productions. Et donc, Babylon 5, c'est une série qu'il avait imaginée pour la diffusion télévisée dans le courant des années 80, tout simplement. Donc, on est très peu de temps après Star Wars, si vous voulez vous donner un petit peu un ordre d'idée. Lorsque la Warner avait été démarché, on va dire, pour ce projet-là. Très franchement, ils n'y croyaient pas beaucoup et ils n'avaient pas vraiment envie de signer. Pourquoi? Parce que vous aviez une série qui était sortie un petit peu avant, les années 80, normalement, de souvenirs. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça, c'est de V, en fait, en anglais. Je ne sais pas si... J'essaierai de vous mettre le logo quelque part. En fait, c'est de la science-fiction. Alors, il y en a qui trouvent ça super culte, vraiment la meilleure série et tout. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Et il y en a beaucoup qui trouvent ça raté. Toujours est-il qu'en tout cas, ça a été un fiasco commercial, clairement, à l'époque. C'est-à-dire que si vous voulez, au niveau du monde de la télévision surtout, et encore plus de la télé, mais déjà du cinéma, la science-fiction, bah, fallait amener des budgets importants en fait. Dès lors que vous vouliez faire du modélisme ou de la maquette, finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, pour Star Wars, les vaisseaux, les astéroïdes, etc., tout ça c'était de la modélisation. Donc ça demandait un travail de création, un travail post-prod, tout ça c'était fatigant, c'était fou en fait, les mannes financières qui s'élevaient à cause de ça. Mais un argument choc justement qu'a apporté Michael Straczynski par rapport à son projet de Babylon 5, c'était que on arrivait dans l'avènement, donc début des années 90, dans l'avènement de l'informatique tout simplement. Donc les effets spéciaux, ça allait de mieux en mieux. Et du coup, faire travailler des gens avec un ordinateur sur des effets spéciaux en production, c'est-à-dire que de la prod et de la post-prod, mais juste de ça, eh bien pour les besoins de la série, c'était bien plus économe d'aller sur en fait un projet basé à base de modèles, tout simplement. Donc ça, c'était une des choses, je dirais, fondamentales pour l'acceptation, on va dire, du projet Babylon 5, en tout cas chez Warner. Donc il y a eu une petite société qui a été créée derrière, une sorte de société de prod avant la Warner Bros. Qui s'appelait de Babylonian. Donc ça, c'était Michael G. Straczynski avec John Copeland, etc. John Copeland d'ailleurs, qui est donc un réalisateur qui a tout réalisé quasiment, sauf quelques-uns des films. Je crois qu'il y a 7 films en tout. 6 ou 7, j'ai à chaque fois le doute. Disons 7, je crois. Il n'a pas tout produit, je crois qu'il en a fait juste 4. Mais sinon, c'était lui en fait le producteur voilà, de la série, qui faisait partie donc de Babylonian Prod. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec Michael Straczynski, et c'est là que j'en viens vraiment au fond du sujet, c'est que cette personne, eh bien, donc, qui est donc l'écrivain, l'imaginatif, on va dire, prolixe derrière cette histoire-là, s'est mêlé de l'écriture du scénario. Bon, parce que c'est lui, de l'écriture des paroles ensuite, parce que vous savez que ça c'est refait généralement par des gens, des aides scénaristiques, mais lui il s'est inclus, on va dire, là-dedans aussi.
Enfin, il était à tout niveau de la production, du casting jusqu'à la fin, et il allait même ensuite poster des... ça c'est un truc que j'ai vu récemment sur internet, il allait même poster et répondre à des gens qui suivaient le projet déjà à l'époque, au balbutiement on va dire d'internet dans les foyers. Il y avait déjà des forums, et en fait voilà, il y avait de la promotion là, qui était faite via des sites particuliers là-dessus, et il répondait déjà aux pseudo-fans, ou en tout cas aux pré-fans qui allaient s'intéresser donc à la série. Et puis après, bon, dans les conventions, c'était quelqu'un qui était quand même assez adulé jusque-là. Il y a des conventions qui existent encore aujourd'hui. Je vous parle de ça en 2021. Les conventions Babylon 5 existent. Malheureusement, à ma connaissance, elles n'ont jamais eu lieu en France. En Europe, il y a eu lieu, je crois, en Angleterre, peut-être en Allemagne. Mais en France, c'est le vide intersidéral, là, pour le coup. Hein, c'est peu de le dire. Mais voilà, donc Michael Straczynski était toujours présent, avec des acteurs principaux, parfois des acteurs secondaires aussi. Alors en parlant un petit peu de la distribution, parce que là je vous ai fait un point un petit peu sur ça. Alors avant de parler de la distribution, je finis un peu sur Michael Straczynski. Donc il a été auteur pour de la BD, pour ce genre de choses, du Marvel par exemple, comme je vous ai dit. John Copeland, c'est un producteur américain, il a fait plein de films, moi je connais pas ce genre de choses. Je me suis pas trop intéressé à ça. Et voilà, donc au niveau de la distribution d'acteurs, parce que c'est un peu le principe de la série, c'est ce qu'on voit aussi sur les cartes, donc je vous en parle un peu. Moi, les premières fois que j'avais vu Babylon 5, j'avais commencé par la saison 2, on rentre dans le vif du sujet. La saison 1 est très très bien, moi je vous la conseille, je préfère même vous conseiller de faire la saison 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre si vous ne l'avez jamais fait. Mais c'est vrai que la saison 1, elle a un grain qui s'est abîmé, le 35 mm qu'ils utilisaient à l'époque en 4 tiers, ça a mal vieilli, quoi, ça s'est mal conservé. Donc très récemment, la HBO a repris ça en 2020 pour reprendre les bandes originales. Il les a. Alors il n'y a qu'une version anglaise pour l'instant, mais ça va sûrement arriver. Quelqu'un va mettre un collage en fait du son Dolby qu'il y avait à l'époque sur la bande, la nouvelle bande en fait qu'ils ont prise, mais ça change pas dramatiquement. J'essaierai de mettre des liens en fait d'exemples de passages de la série, d'épisodes pour que vous voyez en fait ce que vous voyez, excusez-moi, dans les DVD donc, ou dans les DVD RIP, et versus ce qui se passe maintenant, ce que vous pouvez voir sur HBO, surtout si vous avez un abonnement. Mais c'est légèrement plus beau quand même. Donc les effets spéciaux, certains déguisements ou ce que vous voudrez, pour certains ça peut avoir l'air vieillot, vieilloc, tout ce que vous voulez. Mais bon, franchement, il faut se rappeler quand même qu'on est en 93, quoi. Ils ont commencé à tourner en 91, 92, je crois, ou 92, ouais, pour la première saison. Moi, je trouve que c'est fantastique, quoi. Enfin, franchement, du jeu d'acteur, de la distribution, même des décors, en fait, ça fait un peu théâtre, si vous voulez. Mais c'est le côté space opéra qui veut ça. Puis le côté un peu vieillot des débuts des années 90. Vous savez, ça ressemble un peu aux vieilles séries type MacGyver, etc. D'ailleurs, il y a des acteurs dedans qui ont joué dans Star Trek, dans MacGyver, dans plein d'autres séries de cet acabit, en fait, à l'époque. Mais en fait, je trouve que ça tient le coup du début à la fin. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le jet parfait. Babylon 5, c'est à part, rien n'est parfait évidemment, j'exagère un peu, mais à part deux, trois idées scénaristiques qui auraient pu être un peu plus profondes, euh, j'en parlerai peut-être en exergue dans des vidéos, voilà, histoire de parler d'autre chose que du jeu, et que du jeu Babylon 5 CCG. Là, j'ai des idées dans la saison 1, dans la saison 3, des choses dont ils ont parlé dans des épisodes où ils auraient pu euh, socialement et politiquement élargir un peu plus, mais franchement, je pinaille là, clairement. En fait, vous vous mettez devant ce truc-là, et c'est juste, il y a quasiment plus de séries qui existent de cet acabit-là, surtout pas dans ce style-là. Space Opera, aujourd'hui, c'est très, 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 très peu déjà à la mode de ce genre de choses. La science-fiction, oui, mais pas le space opéra. Mais alors, quand il s'agit maintenant d'écrire, de faire quelque chose qui tient du début à la fin, c'est très complexe. Babylon 5 vous offre ça. Michael Straczynski, tenez-vous bien, il a écrit Babylon 5 d'un seul tenant. Il avait prévu que peut-être qu'il y aurait une perte de droit par le diffuseur et par le producteur, ou en tout cas une perte de droit à un moment donné, donc il s'est lui-même, on va dire, un petit peu, comment dirais-je, euh, contenté d'accélérer un petit peu l'histoire et les scénarios dans la saison 4
pour que l'intégralité de l'histoire puisse être comprise en 4 saisons. La saison 5, vous le verrez si vous ne connaissez pas ça et que ça vous donne envie d'aller la regarder, enfin d'aller regarder tous les épisodes d'ailleurs jusqu'à la fin de la 5. Moi, il y a des épisodes qui m'ont fait chialer là-dedans, hein, dans la 5. C'est super rare hein, qu'un truc comme ça, enfin une série surtout, quoi. Après, je suis un peu émotif, mais bon. La 5, elle développe en fait des positions qui ont été un petit peu mal expliquées ou parallèles ou cachées dans les autres saisons et en fait, ça vous permet d'aller plus loin pour avoir une intégralité en fait de même ce qui se passe 100 ans après en fait l'histoire de Babylon 5. Enfin, c'est super, c'est super. Et puis, donc voilà, on reviendra sûrement hein, sur les acteurs. Alors vous aviez, comme ça de tête, hein, vous avez la merveilleuse Claudia Christian, déjà, je vous la montre. Hop, je sais pas si on la voit, c'est elle. Claudia Christian, voilà, donc ça c'est un display hein, de Babylon 5 CCG de luxe, qui est en fait la première édition refaite. Donc Claudia Christian, qui était une ex-Playmate, je crois, à l'époque. Déjà, bon, elle a la cinquantaine bien tassée aujourd'hui, elle n'a pas trop changé de gueule en plus. Alors vous allez voir, je vais vous parler rapidement des acteurs. Bon, il y a Bill Mumy, qui est surtout maintenant un musicien depuis une vingtaine d'années. Hein, il y a Mira Furlan, il y a Andreas Katsoulas, qui a joué dans Star Trek. Mira Furlan, elle a joué dans Lost. Il y a Peter Jurassic, qui est un prof d'art dramatique à Columbia, je crois. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois que c'est en Caroline ouais, qu'il habite. Enfin voilà. Ils ont fait venir un petit peu à l'époque des personnes de tous horizons, mais qui avaient déjà une connaissance au niveau déjà du théâtre. C'est très très bon dramaturge, non ça s'appelle pas comme ça, enfin acteur en tout cas. Vous avez Bruce Boxleitner qui joue un rôle principal, vous avez Michael O'Hara aussi, vous avez Stephen Furst, vous en avez plein qui tiennent des... En fait, il n'y a pas 2 ou 3 rôles principaux comme dans Star Wars, là il y a plein de rôles principaux et il y a une richesse merveilleuse à partir de ça. Alors si je voulais m'arrêter un peu sur les acteurs aussi, c'est parce que, ben, hélas, là c'est tragique parce que ça fait 15 ans maintenant bah, qu'ils tombent tous, quoi, les uns après les autres. Alors à l'époque, ils avaient déjà entre 30 et 50 ans. Donc voilà, là on arrive aussi maintenant sur des moments où la vie, voilà, elle pardonne pas trop les maladies ou plein d'autres choses, plein d'autres paramètres. Là, début janvier, on a perdu Mira Furlan, qui a joué dans Lost, hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est elle qui jouait le rôle de Delenn, l'ambassadrice Minbari. Stephen Furst, il y a 2 ans déjà, donc l'aide de Londo Mollari, donc Virkoto, Stephen Furst, l'acteur, n'était pas très vieux non plus. Richard Biggs, qui jouait Stephen Franklin, le médecin de bord. Enfin voilà, là il y en a peut-être encore d'autres, mais déjà je pense à ceux-là. Andreas Katsoulas en 2006 aussi, qui jouait G'Kar, l'ambassadeur G'Kar, quoi, un des personnages principaux. Donc vous voyez, là ils tombent les uns après les autres. Il y a encore quelques persos principaux évidemment, mais voilà, moi je rêverais d'avoir l'opportunité d'aller sur une convention Babylon 5 avant qu'ils soient tous dans le cercueil, quoi, parce que c'est affolant, c'est affolant. Donc je vais m'arrêter un petit peu maintenant sur la musique, parce que là c'est un gros sujet aussi. Alors, malheureusement tout à l'heure je regardais dans mes vinyles et en fait ils ont tous gondolé, parce que là je vis dans une maison horrible, quoi, je vous raconte pas, alors je vous montre ça, parce que bon, peut-être que vous vous en fichez, mais vous voyez la gueule du vinyle, quoi. Bon, eh ben, si je vous montre ça, c'est parce que, regardez. Tac, je sais pas si vous voyez. Tangerine Dream, les amis. Ça, c'est un truc... donc ça, c'est l'album live. Je crois que c'est un album live, c'est un Rubicon. Si je vous montre ça, je sais pas s'il y a un insert dedans, mais d'ailleurs, il est tellement pourri le truc maintenant. Ah, ça me dégoûte. Excusez-moi, ça devait être une présentation agréable. Et là, il m'est arrivé un accident. Tous mes vinyles ont pris moitié l'eau. Là, tout à l'heure, on en a... Enfin bref, je passe les détails. Là par contre, il y en a pour des milliers d'euros, je pense, de pertes. Et pourtant, vous voyez, j'arrive à quand même vous faire une petite présentation sympa. Je pense que ça m'aide aussi à digérer un peu tout ça. En fait, voilà, je vous les présente rapidos. Hein, je les ai pas tous parce que Tangerine Dream, c'est un groupe allemand qui a énormément de bouteilles. Voilà, donc la Hyperborea, là je sais plus ce que c'était, là. La Crame, la Stratosphère qui est géniale.
Là, on a un Ricochet et un Fedra qui est probablement mon préféré. Donc ça, c'est sur la période bleue ou rose, je crois que c'est la première ou la deuxième, les deux premières. Ils ont plein de périodes. Le groupe s'est étendu jusqu'en 2011, je crois. Peut-être même qu'ils continuent à faire des concerts. Alors, mais vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça? Bah parce que Christopher Franke, qui est donc crédité comme le musicien et le compositeur principal en fait donc de Babylon 5. Tac, c'est même marqué là, vous voyez. Ça c'est une compile en fait des musiques de Babylon 5. Et puis là derrière vous avez River of Soul qui est un des films music by Christopher Franke. Donc voilà, donc Chris Franke, c'est un des musiciens donc, de Tangerine Dream, tout simplement. C'est merveilleux, Tangerine Dream, c'est les débuts du krautrock, même si eux, ils n'ont pas fait à proprement parler du krautrock, mais Kraftwerk, par exemple, pour ceux qui connaissent, hein, c'est dans les années 70, c'est les premiers qui ont fait ça. Tangerine Dream sont nés fin 60, début 70. C'est de la musique, pour ceux qui ne sauraient pas trop la définir ou qui ne connaîtraient rien en musique, c'est de la musique en fait électronique. De l'ambiance large, électro, mais pas au sens où vous l'entendez aujourd'hui. C'est de l'ambiance moitié planant, space ambient, world ambient, c'est très large. Les premiers albums sont assez mystérieux. Plus on va en fait dans les années 80 et 90, plus ça devient quelque chose d'assez presque pop des fois. Il y a même des chants. Mais les premiers, il n'y a pas une goutte de paroles. Et donc, eh bien, il a fait un travail, mais c'est juste une œuvre, le truc, quoi. Donc là, on a Babylonian, j'essaie de le montrer. Le logo Babylonian avec, donc, on le voit aussi sur les deux, il y a même la Warner qui est indiquée en bas, là. En fait, dites-vous bien qu'à chaque épisode, vous avez déjà un générique du début, de fin, donc, qui est fait à chaque fois le thème principal Babylon 5 par lui. Mais vous avez aussi, à chaque fois dans les épisodes, des musiques inédites. Mais chaque épisode, c'est pas chaque film. Donc il y a une centaine d'épisodes. Chaque épisode a des musiques inédites. C'est vraiment... Enfin, moi, quand je me les tape tous les ans ou tous les 2 ans, les Babylone. Et à chaque fois, j'hallucine en fait. J'hallucine parce que c'est tel... On pourrait juste prêter l'oreille et écouter ça comme une radio. On écouterait l'histoire se dérouler. Et ponctuer en fait, comme ils savaient très bien faire dans les années 80-90. Vous savez, comme par exemple avec les Tom et Jerry, les petits dessins animés comme ça, les cartoons, le travail de la musique était aussi important que le jeu d'acteur. Et là, ça s'entend vraiment. Encore une fois, pour moi, ça n'a pas été dépassé. Enfin, surtout pas dans ce type-là de série. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir des séries non space opéra, non science-fiction, qui peuvent être très bonnes, même au niveau musique, mais il n'y aura jamais un travail aussi époustouflant que ce que Chris Frank a fait là-dedans, déjà. En tout cas à ma connaissance, hein. Et je vous dis pas ça en tant que fan de Tangerine Dream, parce qu'en plus, moi je suis un mi-fan, sinon j'aurais tout, hein. Là j'ai que un 16e de ce qu'ils ont fait. Mais je suis un grand fan quand même, hein. Je me le cache pas, mais je vous dis ça factuellement. Enfin, vous allez me dire, la musique comme l'art, il n'y a rien de factuel en fait, tout est émotionnel, donc ça veut dire il n'y a rien d'arrêté. Et puis voilà, chacun voit un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Mais vraiment, vous verrez que le travail de composition, c'est vraiment dingue. Il a utilisé les VST qu'il pouvait trouver à l'époque, avec les premiers ordinateurs déjà qui existaient, avec lesquels il travaillait sur Tangerine Dream. Et il a utilisé aussi l'orchestre philharmonique de Berlin, quoi, qui est... moi, à chaque fois, j'ai des CD de musique, je suis un gros fan de musique romantique du 19e. Quand j'écoute Berlin... C'est à toute époque, hein, des années 60, 70, jusqu'à maintenant, c'est un orchestre formidable, quoi. Il y a quelques orchestres comme ça qui ressortent dans le monde, il y a Boston, Berlin, enfin il y en a certains que j'adore, Saint-Pétersbourg et tout, mais alors, Berlin, c'est vraiment... voilà. Donc là, je vais arrêter, parce que sinon on va commencer à avoir trop de mes avis, je vous donne énormément d'avis en parallèle, j'aimerais bien que ce soit quelque chose de factuel et j'y arrive pas, vous voyez, hein, c'est vraiment un exercice trop complexe. Et voilà, c'était pour vous donner envie de vous pencher en fait sur ce truc-là. Ça se trouve en DVD, hop, sur ce format-là, avec dedans, je sais pas si vous voyez là, vous avez à chaque fois même des bonus avec des interviews des acteurs, de Michael Straczynski. Tout est en français, la voix est en français, les doublages sont super bien faits. J'ai mon ami, attendez, excusez-moi,
Hop, j'ai mon ami Max qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, qui est un gros cinéphile, qui me dit que lui, il arrive jamais à regarder des trucs américains ou étrangers en version française parce qu'il déteste les doublages. Et là, il me dit c'est la seule série que j'arrive à regarder. Les acteurs, vous avez l'impression que c'est eux, enfin les doubleurs, vous avez l'impression que c'est des acteurs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que enfin, ils jouent vraiment. Même si on voit pas leur corps, parce que ce sont juste des doubleurs, ils jouent, ils sont imprégnés de leur personnage. Alors il y a quelques petites erreurs de casting des fois, mais c'est franchement, on s'y perd, parce que l'histoire est tellement prenante qu'on oublie. Mais bah voilà, donc c'est sous-titré en néerlandais, en arabe, en chinois, en je sais pas quoi. Voilà, ils ont essayé de faire un DVD Zone 2 vachement large pour que vous ayez au moins la VO et la VF en voix. Je sais pas s'il y a la version allemande en voix, je sais plus. Mais en tout cas, il y a la VO, donc la version anglaise et la VF. Enfin voilà, Babylon 5, c'est un monument. C'est un monument. Alors, j'ai pas vu beaucoup de critiques de cette série sur internet pour l'instant, sur YouTube. J'ai vu pas mal de blogs qui en parlaient par contre. Je m'étais pas trop attardé à regarder ça. Je voulais vous donner aussi une partie quand même de mon avis. Mais je voulais vous présenter ce truc-là. Parce que c'est rare d'avoir une qualité d'écriture et puis même visuelle. Enfin, on est en 93 et jusqu'en 98. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle de l'époque. Moi j'étais sur Windows 3.1 à jouer à ski, quoi. Un petit bonhomme qui descend avec des skis comme ça. Quand vous voyez les effets spéciaux de l'époque, alors aujourd'hui ça pourrait porter à rigolade où vous allez sourire, faire ouais, c'est mignon le truc, c'est polygoné, etc. C'est moche. Ouais, enfin, dans quasi chaque épisode, il y a des minutes et des minutes de ça. Donc c'est du travail. C'est la première série, d'ailleurs elle a eu des awards pour ça, alors je ne veux pas faire l'argument de l'autorité, etc., mais c'est la première série qui a employé autant d'effets spéciaux. Ça a laissé libre cours ensuite à énormément d'autres sociétés de production pour se lancer en fait là-dedans. C'est vraiment Babylon 5 a ouvert un filon, quoi. Bref, je pense qu'on va un petit peu arrêter de parler de tout ça, surtout que ça a été un petit peu long. J'avais préparé une tablette à côté avec des infos sur Christopher Franke, mais bon voilà, il a 68 ans apparemment, il est né en 53. C'était pas trop sur ça que je voulais m'arrêter, je sais plus pourquoi je l'avais laissé ouvert, c'est pas grave. La première partie de cette vidéo étant terminée, maintenant je vais m'attarder à vous parler un tout petit peu de l'intro sur la deuxième partie, puis on s'arrêtera là, et après on fera une deuxième vidéo qui parlera un petit peu plus des produits Babylon 5 CCG. Et maintenant, voilà, je vous parle un petit peu de Babylon 5 CCG. Le film était sorti en syndication donc, de 93 à 98, donc diffusé avec de multiples diffuseurs sur les différentes télés qui ont bien voulu acheter le produit. Précédence, que vous connaissez peut-être, c'est ce logo-là. Tac. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. En fait, c'est cette boîte de production qui a donc produit, eh bien, hop, je vais en prendre un de chaque. Je les ai pas tous, hein, mais hop, ça c'est quelques petits produits scellés. Pour vous montrer un petit peu les différents produits de Babylon 5. Qui a fait donc notamment le jeu Tomb Raider, le jeu Terminator, le jeu Alien versus Predator. Ils ont fait 2-3 autres jeux assez sympas. J'ai vu des sites américains qui en parlaient. Ça me tenterait bien de les essayer, mais c'est dur à trouver à l'achat. Même Babylon 5, là, ça commence à devenir pénible. Précédence, en fait, c'est une boîte qui est née dans la fin des années ou le milieu des années 80 de souvenirs et qui faisait en fait, c'était en gros un petit peu le bras armé de la production de produits, de produits subsidiaires à un milieu qu'on va plus trop connaître aujourd'hui. À l'époque, il y avait, alors c'était pas encore des MUD ou des LP MUD, c'était pas des jeux de rôle à proprement parler avec une machine qui vous répond sur des invites de commande, mais c'était du jeu par mail sur les premières plateformes de mail. Il y avait des gens qui jouaient déjà à l'époque, ils avaient trouvé le moyen de faire ça. Alors il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de mettre le nom en description ou sur la vidéo, une société qui était spécialisée en fait sur des jeux. Ils faisaient jouer des gens comme ça à envoyer des mails et on leur répondait ce qui se passait, eux ils continuaient à y jouer, etc. Et Précédence en fait s'inscrivait là-dedans pour pouvoir ensuite promouvoir des produits dérivés de ces jeux-là. Alors très honnêtement, j'ai pas trouvé exactement de quel univers il s'agissait. Peut-être que c'est des trucs sans univers ou lambda voilà, qui ont été inventés vite fait à l'époque. Ça a duré 5 mois, 6 mois, et puis après ça s'est tombé déjà dans les oubliettes. Donc là, c'est vraiment très complexe à trouver.
Bien que j'ai réussi à trouver le nom des personnes qui travaillaient chez Précédence, bah, c'est super complexe d'arriver à mettre la main dessus, notamment en mail pour leur poser des questions. Donc je suis désolé, si j'y arrive un jour, je me ferai un plaisir de vous donner des infos. Mais là, ça a été très complexe, c'est beaucoup plus mystérieux, si vous voulez, que les débuts de Précédence que des Cypher, en tout cas. Mais bah voilà, ils se sont dit, bah voilà, nous on va acheter donc les droits. Donc à partir de 96, ils se sont mis à peu près à chercher justement à les avoir. 97, c'était dans la boîte. Alors ils les ont perdus ensuite sur, je crois, en 2001 et précédent, ça a terminé en fait, la boîte a fermé, ça a capoté en 2002. En fait, il faut dire que Babylon 5 était vraiment l'un des produits phares. La boîte tenait finalement avec Babylon 5 au niveau des CCG. Donc, comme vous l'avez vu, ils ont fait d'abord des produits dérivés et rapidement ensuite dans les milieux des années 90, ils se sont mis à faire voilà, du CCG pour emboîter le pas un petit peu à d'autres sociétés, notamment des Cypher, pour faire des produits donc issus de voilà, des images du film, hein, comme vous l'avez vu avec Claudia Christian ici. Là on a la station Babylon 5. Qu'est-ce que voulais vous dire par rapport à ça? Alors, on en parlera dans une seconde vidéo où je vous présenterai les produits, mais en gros, bah, vous aviez déjà voilà, la première, ensuite mon Deluxe qui est sorti après Shadow. Shadow c'est les rouges comme ça. Great War c'est les verts. Ensuite vous avez Psycorp, Severed Dreams, Wheel of Fire, et puis à la fin Crusade en 2001. Ça s'est enchaîné très rapidement finalement, les séries. Il n'y avait pas non plus un millier de cartes à chaque fois. Généralement c'était une centaine de cartes. Je crois que même pour The Shadow c'était peut-être même moins que ça. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on verra ça dans la seconde vidéo, vous verrez. C'était pas un jeu avec une propension expansive autant que Star Wars, mais c'est un jeu d'une profondeur et intéressant en plus. Et je me dis, mais en 97 déjà, alors c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de CCG qui étaient sortis, parce que ça s'est accéléré à partir de 95. Les débuts étant de 93, comme vous le savez. Mais déjà, voilà, moins de 4 ans après, on avait déjà un jeu qui a mis des bases de ce qu'aujourd'hui on trouverait encore assez novateur. Notamment, personne ne le dit ça, mais l'excellent jeu Game of Thrones qui était sorti en. Est-ce qu'il était sorti en 2005, je crois déjà, 2005-2006, quelque chose comme ça, pour la version CCG, TCG, et ensuite elle est sortie en première version vers 2008-2009 par Fantasy Flight Game, vous savez, en LCG, en Living Card Game, et ensuite la seconde version qui était sortie vers 2014. Bah, ce jeu-là, bah, pour moi, c'est du pompé de Babylon 5. On reprend en fait la façon de venir en fait se battre pour une sorte on appelle ça des conflits en fait dans Babylon 5, avec des valeurs. Vous savez, vous allez incliner vos personnages pour dire bah voilà, lui va gagner tant en intrigue, lui tant en diplomatie, lui tant en leadership, etc. Il y a ça, et puis pour moi c'est un jeu déjà qui est très, très intéressant en 1v1, mais par contre qui est d'une profondeur en plus, c'est génial, parce qu'on va retrouver exactement ce que les gens adorent dans VTSE, vous savez, Vampire de Eternal Struggle, de Richard Garfield. Ben là en fait on a la même chose, quoi, c'est aussi puissant. On n'a pas le truc qui fait qu'on attaque la proie à sa gauche et qu'on est soi-même la proie du joueur de sa droite. Mais justement, selon les cartes qu'on va jouer, on va pouvoir soutenir ou opposer en fait des conflits selon ce que les gens vont jouer. Dans le film, vous le verrez si vous ne connaissez pas la série, ou si vous connaissez la série, vous savez de quoi je parle. Babylon 5, en fait, c'est une station géante d'un quart de million d'âmes qui vivent en fait dans l'espace. Et dedans, il y a une grosse intrigue politique où il y a des ambassadeurs de différentes races principales et des races secondaires. Babylon 5, quand vous jouez à ce jeu-là, le Babylon 5 CCG, bah, vous prenez immédiatement le rôle d'un ambassadeur. Vous allez avoir la carte de l'ambassadeur Narn Gekar, par exemple, ou la carte de l'ambassadeur Londo Mollari Centauri, ou par exemple d'Hélène en Minbari, etc. Et en fait, votre jeu est construit autour d'elle et d'éventuels agendas, donc des projets. Et voilà, donc ça, je vais pas trop vous parler des règles, ça sert à rien, on en reparlera dans d'autres vidéos. Moi, je voulais juste vous donner un petit peu voilà, l'envie de vous intéresser à ce sujet-là. Je sais que c'est quelque chose qui est, de prime abord, vous allez regarder un épisode, vous allez faire, oula, ça pique les yeux et tout, mais je vous assure, franchement, regardez quelques épisodes, vous allez voir que vous allez être pris dans l'engrenage. Si vous connaissez pas ce truc, c'est merveilleux. Et pour ceux ou celles qui connaissent Babylon 5, bah, écrivez-moi des trucs, dites-moi ce que vous en pensez. Expliquez-moi un peu votre histoire par rapport à ça, si vous l'avez connu à l'époque ou si vous l'avez découvert sur le tard comme moi.
Voilà, n'hésitez vraiment pas à me partager justement vos avis sur la question, parce que je suis vraiment curieux de savoir un petit peu comment ça a vécu en France aussi, ou en tout cas pour les francophones d'entre vous, si vous êtes canadien comme Yannick, ou si vous êtes suisse, je sais pas. Comment est-ce que vous le connaissez déjà, cet univers? Est-ce que vous l'avez approfondi? Est-ce qu'il vous donne envie? Qu'est-ce que vous aimez? Et qu'est-ce que vous aimez, pardon, et qu'est-ce que vous n'aimez pas aussi dedans? Moi, j'aime quasiment, enfin, j'aime tout en fait. Je suis pas trop compliqué aussi comme bonhomme, mais là, franchement, c'est réussi du début à la fin. Bah voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour ça. Sur une seconde vidéo, on verra donc les produits en bref. On parlera un peu des images, du design, des règles du jeu. On commencera aussi, mais je pense qu'on fera juste une petite vidéo de deuxième, voilà, pour vous montrer un petit peu les différents produits. Je me lève 2 secondes. Hop, voilà, pour vous prendre quand même un deck. Donc moi je décide d'en faire des 45 voire des 50, souvent je fais du 45 avec des bonnes pochettes, c'est pas très épais, vous voyez, vous avez donc un ambassadeur de base. Donc là c'est Bruce Boxleitner, hein, celui qui joue le Captain Sheridan. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis derrière, en fait, ce qui est magique dans ce jeu-là, mais ça je détaillerai beaucoup plus tard, donc le dos des cartes, qui est assez bien réussi, assez magnifique je trouve. Euh, vous avez une main de base. Vous choisissez en fait les cartes de votre deck avec lesquelles vous allez commencer la partie. C'est rien que cette idée-là, elle est géniale parce qu'elle développe, ça vous fait développer votre jeu rapidement. C'est vraiment cool. Voilà, donc les ressources, par contre, je vous préviens tout de suite par rapport à Star Wars CCG. Les ressources sont donc évidemment qu'en anglais, c'est pour ça que j'en parle un petit peu sur cette chaîne. Mais c'est compliqué de trouver des infos précises, des anecdotes. Il n'y a pas l'équivalent du Star Wars Players Committee, par exemple. En tout cas, moi, excusez-moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça va m'être très compliqué et très complexe pour moi de vous apporter des choses très croustillantes, des petits détails que j'aurais pu oublier, des trucs que je n'ai pas connus parce que j'étais trop minot à l'époque. Je veux dire, j'avais 8 ans quand c'est sorti, ce truc-là, jamais j'ai vu ça. Pour information, ça passait sur Canal, hein, sur la chaîne payante en France. Mais tous les gens que je connais et qui me disent ah bah oui, ça me dit quelque chose Babylon 5, ils ont minimum mon âge. Minimum, voilà, ça, 35, 36 ans. Euh, donc voilà, je vous promets rien. Moi, ce que j'aimerais, parce que j'ai des contacts en Allemagne et en Slovaquie, je salue d'ailleurs mes amis Tanster et puis Alex Schneider ici, je vous mettrai le lien sur une chaîne pour ceux que ça intéresse, pour les anglophiles d'entre vous. Mais Alex Schneider, il est génial, il a un blog. Donc c'est mon ami slovaque de Bratislava, il a un blog en fait de science-fiction et c'est un gros fan de Babylon 5. Il a fait des how to play sur internet. C'est quelqu'un de très courtois, très sérieux, très sympa. Mais voilà, vous voyez, les fans de Babylon 5 qui arrivent à faire du contenu, bah, ils sont disséminés en fait sur la planète. Je pense qu'il y a encore un gros pool en Californie. Euh, mais ça devient dur quoi, ça devient dur. On est à 20 ans de l'arrêt de la série totale si on compte Crusade en plus, The Crusade. Mais si on s'arrête sur Babylon 5, on est à 23 ans quasiment de l'arrêt de la série. Voilà, donc vous l'aurez remarqué, c'est très compliqué qu'on puisse trouver des infos. Bah voilà, écoutez, pour la petite vidéo d'introduction sur ça, donc qu'est-ce que c'est pour résumer? Bah, c'est un space opéra, Babylon 5. J'espère que vous aimerez qu'on en parle ensemble. Si ça vous plaît, si vous ne connaissez pas aussi d'ailleurs, et si ça vous plairait de suivre quand même ces vidéos-là sur le jeu ou sur l'univers, bah, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir ce qui vous titille là-dedans. Peut-être vous allez trouver facilement des extraits sur YouTube, Babylon 5, vous allez voir un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, même si c'est moche à vos yeux, que vous ne connaissez pas, que ça vous donne pas du tout envie. Euh, voilà, je peux comprendre que ça puisse être un petit peu moins séduisant qu'un Star Wars, mais c'est tellement plus profond pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui adorent l'écriture et le cinéma. Franchement, c'est d'un autre niveau que Star Wars. Et j'adore Star Wars, hein. Mais c'est vrai que les films, c'est assez plate, pas en tout, comme disent les Canadiens. Mais ouais, c'est ça, c'est plat, quoi. C'est gentil, bien méchant. Dans Babylon 5, il n'y a pas de manichéisme comme ça, et ça, c'est génial. Dans Babylon 5, vous avez des retournements de situation ou même des scénarios basés sur le fait qu'en gros, on pensait que
une telle ou un tel ou même telle race était une méchante, alors qu'en fait non. C'est la vision que voilà, les nouveaux venus, on va dire, dans l'univers ont, qui se disent, bah eux, potentiellement, c'est des méchants, parce que nous, notre histoire nous dit que ça l'est, mais en fait, ce qu'il y a de génial avec cette série, c'est que ça vous questionne sur vous-même, véritablement. Hein. Moi, ça m'a mis le pied à l'étrier aussi sur un certain nombre de questions philosophiques, croyez-le ou non. C'est gigantesque. Cette série est gigantesque. D'ailleurs, je crois que pour ceux qui connaîtraient Battlestar Galactica ou ce genre de série, les gens qui les ont créés se sont inspirés de Babylon 5. Babylon 5, c'est une institution pour les geeks du space opéra et de science-fiction qui existent à travers ce monde. Et moi, ben, je suis super content de connaître ça là depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, on va dire. C'est devenu quelque chose, bah, je m'en détacherai pas, quoi, jusqu'à la fin, parce que c'est une réussite totale. Bon allez, j'arrête un petit peu de faire le larmoyant comme d'habitude, et bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. On va arrêter la vidéo là, c'était juste une intro pour vous parler un petit peu de ce qu'allait se passer, voilà. D'un côté, j'aimerais qu'on parle des épisodes, j'aimerais avoir une discussion avec vous sur Babylon 5 parce que c'est très large. Mais de l'autre, je m'étais quand même dit que cette chaîne-là, elle allait plutôt être axée sur bah, du jeu, euh, du tutoriel, on va dire, ou de la documentation française, si vous préférez, simplement sur du jeu CCG, ou un peu de musique aussi, parce que vous l'avez vu, moi c'est un pan de ma vie très important. J'ai pas encore fait de mini capsule, mini dossier, mais ça ne saurait tarder sur des artistes assez rares hein, finalement à trouver au niveau des informations. Ça s'en viendra dans quelques semaines, je pense. Mais voilà, pour Babylon 5, je pense qu'on va se cantonner surtout au CCG, parce que c'est ça que je voudrais présenter un petit peu au préalable sur cette chaîne. Et puis, je sais pas, si à un moment donné, on peut se retrouver quelque part, en parler, ou vous faire un live, vous me dites ce que vous en pensez, ou je sais pas quoi. On essaiera d'organiser un truc comme ça, avec grand plaisir, du moment qu'on puisse faire vivre un petit peu la flamme de Babylon 5. Allez, j'étais ravi de vous avoir encore aujourd'hui en vidéo sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée avec Babylon 5 ou sans Babylon 5. Et à bientôt à la prochaine. Allez, ciao!